Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Ancient Knowledge. C'est un jeu qui a été édité en 2023 par Yellow et qui est distribué au Québec par Hello Games. On va d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu, qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Rémi Mathieu qui se joue de 2 à 4 joueurs et dont les parties vont durer entre 60 à 120 minutes. Le but du jeu est de marquer le plus de points. C'est un jeu de gestion de main de cartes et de tableau building dans lequel on va aller jouer des cartes de monuments dans notre tableau personnel pour nous donner différentes habiletés et essayer de faire des combos. Mais la twist, c'est que notre tableau va évoluer, donc nos cartes dans notre tableau vont bouger d'une rangée vers la gauche à chacun de nos tours et vont éventuellement tomber en dehors de notre tableau. Donc les cartes qu'on va placer dans notre tableau vont avoir une certaine durée de vie et on va devoir jongler avec cette mécanique de vieillissement tout au long de la partie. Alors, Ancient Knowledge, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est le premier lundi du mois, on va lancer notre concours du mois de novembre 2023, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Ancient Knowledge. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va aller placer les 3 plateaux connaissances au milieu de la table. On va en placer 2 de niveau 1 et 1 de niveau 2. On va, à côté de ces plateaux, faire une pioche avec les cartes connaissances niveau 1 et une pioche avec les cartes connaissances niveau 2. On va ensuite révéler 3 cartes niveau 2 sur le plateau niveau 2 et on va aller révéler 3 cartes niveau 1 sur chacun des 2 plateaux niveau 1. On va former une réserve avec les jetons de savoir et de savoir perdu et on va aller faire une pioche avec les cartes bâtisseurs. Chaque joueur va se prendre un plateau bâtisseur qu'il va placer devant lui et on peut aussi prendre une carte aide de jeu sur laquelle on a les phases de jeu dans notre tour ainsi que les 5 actions qui sont disponibles. On va déterminer un premier joueur au hasard et on va lui remettre le jeton premier joueur qu'il va conserver toute la partie. Les joueurs vont commencer avec une main de cartes de 6 cartes bâtisseurs. Si c'est vos premières parties, on vous suggère d'utiliser les mains préfaites qu'on peut reconnaître avec les différents symboles qui sont dans le bas des cartes. Donc on a 4 mains de départ différentes. Donc chaque joueur va se prendre au hasard une de ces mains de 6 cartes pour faire sa main de départ. Une partie de Ancient Knowledge se joue à tour de rôle. À son tour de jeu, un joueur devra effectuer 3 phases. La première étant la phase d'action où il va exécuter 2 actions parmi les 5 disponibles pour pouvoir jouer des cartes de sa main et se construire un tableau avec des cartes monuments ou bien placer des cartes artefacts sur son plateau pour obtenir différents pouvoirs. On pourra aussi faire certaines actions qui nous permettront de piocher des cartes bâtisseurs et les ajouter à notre main. On va ensuite passer à la phase chronique dans laquelle les joueurs vont pouvoir activer les pouvoirs de chronique des cartes qui seront dans leur tableau personnel ou bien sur leur carte artefact. Et finalement, on va passer à la phase déclin où toutes les cartes qui sont dans notre tableau personnel vont glisser d'un cran vers la gauche pour ainsi se rapprocher du déclin où ils vont sortir de notre plateau pour tomber dans notre passé. La partie va se continuer jusqu'à temps qu'un joueur ait accumulé un total de 14 cartes dans son passé, ce qui va déclencher la fin de la partie. On va jouer un nombre de tours pour que les 2 joueurs aient joué le même nombre de tours dans la partie. Et ensuite, on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Un tour de jeu se sépare en 3 phases. La première phase est la phase d'action. C'est là que le joueur va effectuer 2 actions parmi les 5 qui sont disponibles sur son aide de jeu. Il peut faire l'action créer, apprendre, archiver, excaver ou fouiller. Et le joueur peut effectuer 2 fois la même action s'il le souhaite. Regardons maintenant le fonctionnement des 5 actions possibles. Commençons par l'action créer. C'est l'action qui va nous permettre de jouer les cartes qui sont dans notre main, donc soit des cartes artefacts qu'on va pouvoir placer sur notre plateau personnel ou bien des cartes de monuments qu'on va pouvoir placer dans la frise du temps qui est dans le haut de notre plateau personnel. Il existe 2 types de cartes bâtisseurs. Premièrement, il y a les cartes mauves qui sont les cartes artefacts et on a ensuite les cartes orange, vertes et bleues qui représentent les monuments. Donc on a donc 3 types de monuments qu'on peut différencier avec les couleurs qui ont chacun aussi leur symbole différent.
Donc, pour une action créée, je pourrais prendre la carte artefact qui est dans ma main ici et la placer sur n'importe quel des 5 emplacements de mon plateau personnel. Il n'y a pas de coût indiqué sur cette carte, donc à ce moment-là, je la place directement pour la jouer. Si jamais j'avais une carte comme celle-ci, qu'il y a un coût de 3 cartes d'indiqué, c'est-à-dire que pour jouer cette carte, je dois défausser 3 autres cartes de ma main pour pouvoir faire mon action créée. Et si je n'ai pas cette carte dans ma main, je ne pourrais pas la jouer. Certaines cartes d'artefacts comme celle-ci vont avoir le symbole de l'action de chronique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir activer leur habilité dans la phase chronique de notre tour de jeu. Alors que certaines cartes artefacts vont avoir un symbole d'infini qui nous donne un pouvoir passif tant que cette carte est sur notre plateau personnel. Il y a un total de 5 emplacements pour jouer des cartes artefacts sur notre plateau personnel. Si tous les emplacements sont déjà pris, on ne peut pas jouer de nouvelles cartes artefacts. Et on ne peut pas défausser de cartes artefacts de notre plateau personnel à moins de jouer une carte qui fait cet effet de jeu. Avec une action créée, on peut aussi jouer des cartes de monument. À ce moment-là, ces cartes seront placées dans la frise du temps, qui est représentée par les 6 emplacements numérotés dans le haut de notre plateau. Et chaque emplacement numéroté peut accueillir un total de 2 cartes monuments les unes par-dessus les autres. Donc, avec une action créée, je pourrais jouer cette carte de monument. Elle n'a pas de coût additionnel en carte, donc je n'ai rien à défausser pour la jouer. On va ensuite regarder le chiffre qui est indiqué sur la carte. C'est l'emplacement de départ de cette carte monument. Donc ici, c'est un 6. Je vais donc aller la placer dans l'emplacement 6. Si j'avais déjà une carte dans l'emplacement 6, à ce moment-là, je la placerais dans le deuxième emplacement 6 qui est juste par-dessus. Et si j'ai déjà 2 cartes dans l'emplacement 6, à ce moment-là, je ne peux pas en jouer une troisième. Si je ne veux pas jouer la carte dans l'emplacement qui est indiqué sur celle-ci, à ce moment-là, je peux défausser des cartes de ma main pour la décaler d'un emplacement. Donc, si je défausse une carte de ma main, je pourrais la commencer dans l'emplacement 5. Si je défaussais 2 cartes, je pourrais la placer dans l'emplacement 4 à la place. Donc, on peut faire cette action un nombre de fois qu'on le veut au moment de jouer une carte monument. Par contre, certaines cartes vont avoir un symbole de cadenas dans le haut de la carte, c'est-à-dire que ces cartes doivent être obligatoirement placées sur leur emplacement indiqué. On ne peut pas défausser des cartes pour les commencer sur un emplacement différent que celui qui est indiqué sur la carte. Donc pour l'instant, je ne vais pas défausser de carte et je vais débuter avec ma carte dans l'emplacement numéro 6. À chaque fois qu'on place une carte monument dans notre frise du temps, on va aussi devoir placer un certain nombre de jetons de savoir sur cette carte, tel qu'indiqué au milieu de la carte. Donc ici, je devrais placer 3 jetons de savoir sur cette carte lorsqu'elle arrive en jeu. Mais avec le pouvoir de mon artefact qui est ici, on nous dit que mes monuments bleus vont arriver en jeu avec un jeton de savoir de moins. Donc je vais plutôt avoir 2 jetons savoir au lieu de 3. Et finalement, si j'ai un symbole d'éclair sur ma carte, c'est-à-dire que j'ai un effet instantané lorsque je la mets en jeu, c'est le cas de cette carte, donc je vais aller lire son habileté instantanée et je vais pouvoir l'appliquer immédiatement. Dans ce cas-ci, je peux créer un monument supplémentaire. Ce qui pourrait me permettre de jouer la carte qui est ici, qui va débuter dans l'emplacement numéro 1. Elle n'a pas de coût supplémentaire en partant. Il va y avoir un total de 2 tablettes sur cette carte pour commencer. Et elle a elle aussi un effet instantané qui me permet de défausser un jeton de savoir sur n'importe quel de mes monuments. Donc je pourrais l'enlever sur elle-même. Mis à part les monuments qui ont des effets instantanés, on peut avoir des cartes monuments qui vont avoir des effets infinis, donc des pouvoirs passifs. Tant que cette carte est dans notre frise du temps, on va avoir l'habileté de cette carte. Mais lorsque la carte sera rendue dans notre passé, à ce moment-là, cette habileté ne sera plus utilisable. On a aussi des monuments qui ont des effets de chronique. On peut retrouver le symbole de chronique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir activer leur effet dans la phase de chronique. On a aussi des monuments qui vont avoir un symbole de déclin. Donc lorsque ces monuments vont tomber en bas de notre plateau, donc ils vont rentrer dans notre passé, on va activer leur effet de déclin. Et finalement, on a des monuments qui vont avoir des effets de scoring de fin de partie qu'on peut retrouver avec l'étoile. Mais pour gagner ces effets de scoring de fin de partie, il faut que les cartes monuments soient dans notre passé à la fin de la partie. Certaines habiletés des cartes vont aussi faire référence aux cartes qui sont adjacentes à celles-ci pour pouvoir appliquer l'effet sur ces cartes. Les cartes adjacentes sont seulement les cartes qui sont orthogonales à une carte. Donc par exemple, la carte ici bleue en position 5, elle est adjacente à la carte 4 qui est ici, la carte 6 et l'autre carte 5 qui est par-dessus elle, alors que la carte numéro 4 qui est ici est seulement adjacente à la carte numéro 5 qui est à côté. Elle n'est pas considérée adjacente à la carte qui est en diagonale.
Donc, si je veux jouer cette carte monument ici, ça ne sera pas très bénéfique puisqu'elle me permet d'enlever 3 jetons de savoir sur un monument qui est adjacent à celle-ci lorsque je la joue. Donc, je pourrais défausser une carte de ma main pour plutôt la jouer à cet endroit-là, et ce qui me permettrait à ce moment-là d'être adjacent à la carte numéro 4 et de faire mon effet pour enlever 3 jetons sur cette carte lorsqu'elle va entrer en jeu. Mais elle va aussi avoir 3 jetons elle-même dessus lorsqu'elle va arriver dans mon tableau. On est toujours obligé de placer la première carte pour qu'elle soit adjacente à notre plateau, et c'est toujours la deuxième qui sera placée en haut. Si jamais la carte qui est en dessous était retirée par un effet de jeu, à ce moment-là, la carte du dessus va glisser dans l'emplacement du bas automatiquement. La deuxième action est apprendre, qui va nous permettre d'acquérir des cartes connaissances si on répond aux différents prérequis qui sont dans les boîtes grises des cartes, alors que certaines cartes n'ont aucun prérequis. À ce moment-là, on pourrait les prendre avec notre action. Les prérequis vont faire référence aux différents éléments qui sont soit dans notre frise du temps, ou bien dans notre passé, ou dans notre tableau de cartes connaissances. Par exemple, ici, on doit avoir un monument de chaque couleur dans notre passé pour pouvoir prendre cette carte connaissance, alors que la carte connaissance qui est ici, on doit avoir 3 cartes connaissances de ce type dans notre collection personnelle. Alors que la carte qui est ici me demande d'avoir 10 cartes en main pour pouvoir la prendre. Les cartes de niveau 1 sont des cartes qui vont avoir des éclairs, donc elles ont des effets instantanés qu'on va appliquer dès qu'on va acheter cette carte, alors que les cartes de niveau 2 sont des cartes qui vont simplement nous donner des points de victoire à la fin de la partie. Donc, je pourrais prendre la carte qui est ici, puisqu'elle n'a pas de prérequis. Je vais la placer dans ma collection vis-à-vis l'emplacement avec le même symbole. Et on va ensuite faire son effet instantané, qui me permet de défausser un jeton de savoir de tous les monuments qui sont bleus, qui sont dans ma frise du temps. Donc, pour chaque action à prendre, on peut gagner une carte connaissance. On ne remplit pas les emplacements lorsqu'on achète des cartes connaissance. On va les laisser comme ça jusqu'à temps qu'un des plateaux soit à une carte. À ce moment-là, cette carte restante sera automatiquement défaussée et on va ensuite aller piocher 3 nouvelles cartes pour remplacer immédiatement sur ce plateau. Donc, chaque plateau va se remplir indépendamment des autres dès qu'il va arriver à une carte. La troisième action est archiver, qui va nous permettre d'aller défausser des jetons de savoir sur les monuments qui sont dans notre frise. Il est important d'avoir le moins de jetons de savoir sur nos cartes, puisque lorsqu'elles vont tomber en déclin, les jetons de savoir sur les cartes vont devenir du savoir perdu et chaque jeton sera un point négatif à la fin de la partie à ce moment-là. Donc, pour faire l'action archiver, on va défausser un certain nombre de cartes de notre main. Par exemple, ici, je pourrais défausser 2 cartes de ma main et je vais pouvoir retirer ce même nombre de jetons sur les cartes monuments de ma frise. Donc, je pourrais enlever 2 jetons sur la carte qui est ici, par exemple. La quatrième action est excaver, et pour faire cette action, on doit avoir des cartes de monuments qui sont dans notre passé, donc qui sont sorties de notre tableau, et ces cartes ne doivent pas être inclinées. Lorsqu'on fait l'action excaver, on va choisir un certain nombre des cartes qui sont dans notre passé, qui sont encore droites, et on va décider de les incliner à 90 degrés. Donc ici, je pourrais prendre les 2 cartes qui sont dans mon passé, et pour chaque carte que je vais incliner, je vais aller piocher 2 cartes de la pioche, et je vais les ajouter à ma main. Donc ici, ça me ferait piocher un total de 4 cartes. Les joueurs ont un maximum de 10 cartes en main. Si jamais on a déjà 10 cartes, à ce moment-là, on ne peut plus piocher de nouvelles cartes dans notre main. Et une fois qu'un monument est incliné dans notre passé, il va rester incliné jusqu'à la fin de la partie, à moins qu'on puisse le redresser avec un effet de jeu. Et finalement, la 5e action est fouiller. C'est l'action plate qu'on ne veut jamais vraiment faire. C'est l'action qui nous permet simplement d'aller piocher une carte de la pioche et de l'ajouter dans notre main. Une fois que le joueur a fait ces 2 actions, il va passer à sa deuxième phase, qui est la phase chronique. C'est là qu'il va regarder toutes les cartes artefacts qu'il possède, ainsi que les cartes qui sont dans sa frise, qui ont le symbole chronique, le petit symbole avec le marteau sur la carte, et il va pouvoir activer les habiletés chroniques dans l'ordre de son choix, une fois chacune. Et les cartes qui sont dans notre passé et qui ont un symbole de chronique ne sont pas activées. Donc, je pourrais commencer avec mon artefact. Je peux l'activer pour pouvoir défausser une carte de ma main et piocher une carte de la pioche et l'ajouter dans ma main. Et pour mon monument qui est ici, son effet est simplement d'aller piocher une carte de la pioche pour l'ajouter dans ma main. Si jamais on a encore 10 cartes maximum dans notre main, donc si on est déjà à 10 cartes, à ce moment-là, on ne peut pas faire des effets qui nous permettent de piocher des cartes.
Et une fois ces habiletés chroniques activées, le joueur va passer à sa troisième phase, qui est sa phase de déclin. S'il a des cartes qui sont en position 1, ces cartes vont tomber en déclin et tomber dans son passé. Comme j'ai deux cartes, je peux les faire tomber dans le déclin dans l'ordre de mon choix. Je vais commencer avec celle-ci. Celle-ci a une habileté déclin, donc c'est le même symbole qui est sur le coin du plateau avec les petits piliers qui sont en train de s'effondrer. Donc, lorsque cette carte tombe en déclin, on va activer son habileté. Ici, ça me permet de piocher 4 cartes, donc j'ajouterai 4 cartes à ma main. Et ensuite, je vais placer la carte dans mon passé. Et pour l'autre carte, elle n'a pas d'habileté de déclin, donc je vais simplement retirer les jetons restants de savoir et je vais les placer sur mon plateau dans la zone de savoir perdu. Chacun des jetons qui sera à cet endroit à la fin de la partie va nous enlever un point et cette carte sera aussi ajoutée dans mon passé. Et ensuite, on va décaler toutes les autres cartes monuments qui sont dans notre frise et on va les décaler d'un emplacement vers la gauche. Donc, les cartes en position 3 tombent en position 2, la carte en position 4 tombe en position 3, les deux cartes en position 5 tombent en position 4 et la carte en position 6 tombe en position 5. Et cela va mettre fin à son tour de jeu. On va donc passer au joueur suivant qui va commencer son tour de jeu avec sa phase d'action. Lorsqu'un joueur fait tomber une carte en déclin, si jamais c'est la 7e carte dans son passé, donc dès qu'un joueur a 7 cartes dans son passé, ça va déclencher la mi-partie. Donc le joueur qui a déclenché la mi-partie va pouvoir choisir un des deux plateaux connaissances de niveau 1 et le retourner de l'autre côté. Je pourrais choisir celui-là. On va donc défausser ces deux cartes. On va retourner le plateau de l'autre côté. Il va devenir un plateau niveau 2. Et à ce moment-là, on va le remplir avec 3 cartes connaissances de niveau 2. Donc pour le reste de la partie, il va y avoir 2 plateaux de connaissances niveau 2 et un seul de niveau 1. Et c'est aussi le même principe pour la fin de la partie. Donc, dès qu'un joueur va atteindre 14 cartes au total dans son passé, ça va déclencher la fin de la partie. Il va terminer son tour de jeu. Ensuite, on va s'assurer que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours de jeu. Et par la suite, on va passer au décompte final des points. On peut utiliser le bloc de score pour compiler les points des joueurs à la fin de la partie. Premièrement, on va seulement compter les points de victoire qui sont sur les cartes qui sont dans notre passé. Là, je les ai placés en dessous du plateau, que ce soit un peu plus visible. On va compter les valeurs où est-ce qu'il y a les étoiles. Donc ici, j'ai 7, plus 6, plus 6, plus 1, plus 2, plus 1, plus 2, plus 1, plus 1, ce qui fait un total de 27 points pour les cartes monuments dans mon passé. Et parmi les cartes monuments dans mon passé, on va regarder les cartes qui ont des habiletés de scoring de fin de partie. Ce sont celles avec le symbole de l'étoile. J'en ai 3. On va donc marquer des points pour ces conditions. Celle-ci, c'est un point par monument orange dans mon passé. J'en ai 1, 2, 3, 4 pour 4 points. Ici, c'est 2 points par ensemble des 3 types de monuments. J'ai un total de 2 ensembles parce que j'ai seulement 2 monuments verts. Donc, ça me fait 6 points. Ça me fait 4 points plutôt. Donc, 2 fois 2, 4 points. Et ici, j'ai 1 point par monument bleu dans mon passé. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui fait un total de 7 points. Donc, ces 3 cartes-là ensemble me donnent 15 points supplémentaires. Ensuite, je vais regarder les points sur mes cartes connaissances de niveau 2. Ici, j'ai 3 cartes qui valent 2 points chacune, donc 6 points pour mes cartes connaissances. Ensuite, les cartes restantes dans notre frise vont nous donner 1 point chacune, donc j'ai 4 cartes dans ma frise, donc 4 points. Et on ne perdra pas de points pour les jetons de tablette de savoir qui sont sur les cartes dans notre frise. Finalement, pour nos jetons de savoir perdus qui sont sur notre plateau, on va perdre 1 point par jeton. Donc ici, j'en ai 7, ce qui fait moins 7 points, ce qui me fait un cumulatif de 45 points pour ma partie. Et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le moins de jetons de savoir perdus sur son plateau qui va départager l'égalité. Sinon, ce sera le joueur le plus ancien qui va l'emporter. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Ancient Knowledge. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Ancient Knowledge? On va commencer par les côtés positifs. C'est une belle petite boîte. Il y a un insert de rangement pour ranger tout le matériel à la bonne place. Fait que ça, c'est toujours le fun dans des jeux qui sont directement en retail. On a aussi une bonne qualité de matériel en général. C'est principalement un jeu de cartes. Donc, les cartes sont de bonne qualité. Donc, ils ont aussi un petit fini de protection. Sont assez épaisses aussi. Fait que c'est vraiment un bon format de carte d'une bonne qualité. Fait que ça, c'est toujours intéressant. Ça se manipule bien. C'est le fun. On a aussi quelques plateaux qui sont très épais, donc de bonne qualité. Même chose pour les jetons de le savoir, donc les petites tablettes sont vraiment très épaisses, sont très le fun. Mais il y en a quelques-unes qui déchiraient un petit peu en le dépunchant, fait que ça c'est moins intéressant, mais bon, c'est juste une minorité des jetons.
Pour le gameplay en tant que tel, c'est un jeu qui a quand même une belle simplicité pour un jeu d'une complexité comme ça. C'est un jeu qui n'a pas une tonne de règlements, donc on peut se lancer rapidement dans la partie. C'est un jeu que l'iconographie elle est bien faite, il n'y a pas beaucoup de symboles à connaître. Le symbole pour les habiletés chroniques et les habiletés instantanées qu'un éclair, c'est un classique. Les habiletés infinies avec le signe d'infini, on est habitué aussi à ça dans les jeux. On a quelques symboles pour les habiletés de déclin, ces trucs-là. Fait qu'on a un petit résumé de ça dans le livret d'instruction, fait que c'est quand même facile à se retrouver là-dedans. Puis c'est tout le temps les mêmes symboles qui vont revenir, fait qu'il n'y a pas tant de symboles que ça à apprendre, fait que c'est pas trop lourd côté règles puis côté apprentissage. Et pour nous aider, on a justement les cartes aide de jeu. Fait qu'on a d'un côté les phases de jeu, puis de l'autre côté, on a les 5 actions possibles. Fait que c'est vraiment facile. On a ça d'un coup d'œil, puis après quelques tours de jeu, on n'en aura plus besoin parce que les 5 actions sont quand même assez simples à comprendre. La complexité ne vient pas du système de jeu, du système d'action, mais va venir des synergies à développer avec les cartes, des combos à aller chercher avec les cartes. Qu'est-ce qu'il faut jouer en premier? Qu'est-ce que je devrais mettre dans ma frise pour pouvoir bénéficier le plus longtemps possible de ces habiletés-là pour justement tirer des synergies puis activer certaines habiletés. Fait que tout le puzzle, le casse-tête va vraiment venir des effets des cartes en tant que telles. Fait que c'est ça qu'on va essayer d'agencer pour réaliser des bons coups, des combos, puis essayer de mettre des habiletés qui vont bien fonctionner ensemble. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce que c'est le genre de jeu que le paquet de cartes, c'est toutes des cartes qui sont uniques. Donc, oui, il y a des effets de jeu qui vont revenir. Des fois, on a une version de cette habileté-là, mais en plus forte. Exemple, si tu as 2 monuments bleus dans ton passé, ben, tu vas faire telle action, mais là, tu en as un, si tu as 3 monuments bleus, tu fais l'action plus forte. Si tu en as 4, si tu en as 5. Fait que, tu sais, oui, tu as des habiletés qui reviennent, mais qui n'ont pas le même stade de force. Fait que c'est quand même des habiletés qui sont quand même uniques. Il y a aussi la dynamique avec les couleurs des monuments. Donc, on va avoir à gérer quelle sorte de monument on veut se spécialiser. Des fois, on va avoir justement un artefact qui va nous donner un bonus pour les monuments qui arrivent avec une tablette de moins, une tablette de savoir de moins. Fait que c'est quand même intéressant. Ça va nous permettre d'enlever plus facilement ces jetons-là parce que ces jetons-là, on va essayer de les enlever pendant que les cartes sont actives, sont dans notre tableau de jeu. Parce que quand elles vont sortir, quand elles vont tomber en déclin, bien là, les jetons vont devenir des jetons négatifs, des jetons de savoir perdu. Il y a aussi des façons de l'enlever avec certaines habiletés. Il y a aussi des façons que certaines cartes, si tu as beaucoup de points négatifs, ils vont scorer des points, fait que ça peut adoucir cette pénalité-là. Fait que c'est le genre de jeu que c'est pas la fin du monde d'avoir des points négatifs parce qu'il y a plein d'effets de jeu qui peuvent aller soit te les enlever ou soit te redonner des points puis que ça paraisse un peu moins lourd. Parce que souvent on essaie de trop d'essayer d'enlever les tablettes, mais au final c'est pas si grave que ça d'avoir plusieurs points négatifs. On peut bien s'en tirer quand même. Pour cumuler les points à la fin de la partie, c'est bien, on nous a mis un petit scoring pad, fait que c'est plus facile de calculer le total de chacun, fait que ça c'est toujours apprécié. C'est un jeu que le setup est ultra rapide, on prend notre bain de départ, on place notre plateau devant nous, puis on est prêt à commencer, fait que ça se met en place en 1 minute ou 2, fait que ça c'est toujours sympathique aussi quand la mise en place est rapide, puis on peut rapidement tomber dans l'action. C'est un jeu qui a un excellent tempo à 2 joueurs. Puis je trouve qu'à 2 joueurs, c'est vraiment sa configuration parfaite. Ça fait un bon petit jeu de duel de cartes. Donc, à 2, c'est que quand l'autre va jouer, ça va nous donner juste assez de temps pour justement regarder ce qu'on a en main, c'est quoi qu'on veut essayer de jouer comme action, comme carte. Donc ça, quand ça arrive à nous, ben on est prêt à jouer, on joue, puis là, ça y va comme ça, back and forth. Fait que c'est un bon tempo à 2 joueurs. À 2 joueurs, pour vrai, ça va prendre 45 minutes, puis ça va être terminé comme partie. Donc ça, c'est vraiment cool pour le tempo des parties à 2 joueurs. Si on va de l'autre côté, du côté un peu plus négatif, c'est un jeu qui fonctionne peut-être un peu moins bien côté tempo à 4 joueurs, parce qu'à 4 joueurs, on a beaucoup trop de temps entre les tours de jeu. Donc oui, on a besoin de temps pour réfléchir à notre prochain coup puis à ce qu'on veut faire dans ce jeu-là. Mais là, c'est peut-être un peu trop à 4 joueurs. Donc le temps d'attente entre les tours devient un peu long. Donc la partie va s'allonger un peu aussi. Ça va devenir un peu redondant. Donc ça devient moins intéressant si on perd le fil justement parce qu'il y a trop de temps d'attente. Fait que c'est pas nécessairement un jeu que je vais conseiller à 4 joueurs, à moins que ce soit 4 joueurs qui soient habitués avec ce jeu-là et que ça roule quand même assez vite pour justement qu'on n'ait pas le temps de s'ennuyer en 2 tours de jeu. C'est un jeu qui n'a pas de mode solo, donc c'est un jeu seulement pour 2 à 4 joueurs. On aurait peut-être pu faire quelque chose pour un mode solo dans ce type de jeu-là. Pour les gens qui aiment beaucoup les jeux avec de l'interaction, c'est pas un jeu qui a beaucoup d'interaction. Chacun fait pas mal sa petite patente, son petit tableau, sa petite frise qui va
tombé en déclin puis qui va venir de son passé. Mais on a les cartes bleues, il y a beaucoup de cartes bleues qui peuvent un peu attaquer les autres. Donc on peut, exemple, leur donner de nos jetons de savoir, les mettre sur leur carte ou leur faire défausser une carte ou des petits effets comme ça un peu chiants pour attaquer les autres. Mais c'est vraiment mineur au final. Fait que c'est pas un jeu qui a tant d'interaction que ça au final. Si on n'utilise pas les mains de départ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piocher 10 cartes, puis on va en garder 6 des 10 pour faire notre main de départ. C'est un peu aléatoire comme méthode pour faire notre main de départ, puis il est quand même assez crucial notre main de départ. Je trouve que c'est important des fois d'avoir justement un artefact qui va nous donner un petit avantage, un petit pouvoir en partant sur lequel on va pouvoir s'appuyer, puis construire quelque chose, commencer à faire des combos. J'haïs pas les mains de départ justement parce qu'elles sont un peu équilibrées, un peu balancées. Sinon, j'irais peut-être avec une formule de draft, mais une formule de draft aussi que, je sais pas, qui pourrait peut-être inclure que tout le monde commence avec un artefact pour être sûr qu'on ait au moins ce petit pouvoir-là qui est bien à nous au début de la partie. Et le deuxième bris d'égalité, vous avez bien entendu, c'est le joueur le plus ancien qui l'emporte. C'est quoi ça? Je pense qu'on aurait pu trouver plein d'autres variables à mettre. Ça peut être le nombre de cartes en main, ça pourrait être le nombre de cartes dans notre frise. Fait que bref, je pense qu'on aurait pu trouver de quoi de plus ingénieux que de mettre le joueur le plus ancien, mais en même temps, c'est rare qu'on arrive au deuxième bris d'égalité dans un jeu. Somme toute, Ancient Knowledge, je vais lui donner une note de B+, un très bon jeu de tableau building avec un petit côté évolutif à ton tableau. Le fait que ton tableau va décrépir et que tes cartes vont éventuellement tomber en déclin, sortir de ton tableau pour tomber dans ton passé. Ça ajoute une belle dimension d'originalité au puzzle d'un tableau building, mais aussi ça fait un puzzle un peu plus dynamique que de juste placer des cartes devant nous qui restent statiques puis qui nous donnent des affaires, des habiletés. Donc là, il faut penser en fonction du temps. Cette habileté-là, on a ici pendant un certain nombre de tours, fait qu'il faut que j'essaie de la rentabiliser, il faut que j'essaie de faire des effets de jeu qui vont justement essayer de comboer avec ça, fait que c'est vraiment très dynamique comme système de jeu, un système de règles qui est très épuré, qui est facile à assimiler, à prendre en main, et on va pouvoir se concentrer sur le card play du jeu, donc le cœur du jeu, le système avec les cartes, qui est vraiment ingénieux, qui est vraiment le fun à expérimenter avec. Donc j'ai bien apprécié mon expérience avec Ancient Knowledge. J'aime mieux des parties à 2, peut-être 3 joueurs que des parties à 4 joueurs qui sont un brin un peu trop longues pour ce type de jeu-là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est le premier lundi du mois. On va donc lancer notre concours du mois pour concours du lundi, pour le mois de novembre 2023, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Ancient Knowledge. Avant de vous dire comment participer, on va annoncer le gagnant du concours du mois précédent. Au mois d'octobre, c'était le jeu Cascadia avec l'extension Landmark qui était à remporter. Et notre gagnant, il s'agit de Sylvain Gagné. Donc, félicitations Sylvain, tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées qu'on puisse t'envoyer ton jeu. Pour ce mois-ci, pour gagner Ancient Knowledge, c'est très simple. À chaque vidéo du lundi, vous allez avoir une question du jour et si vous répondez en commentaire YouTube sous la vidéo à la question du jour, vous allez enregistrer votre participation. C'est un concours qui est ouvert à tous. Donc, on va annoncer le gagnant le mois prochain quand on va annoncer le prochain concours et où les résultats seront affichés sur la page communauté de YouTube pour le nom du gagnant. Donc, pour ce mois-ci, pour aujourd'hui, la question du jour est très simple. Quel est votre jeu favori de l'éditeur Yellow? Un éditeur qui roule sa bosse depuis très longtemps dans le jeu de société. Donc, vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5 $, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de game.